La Dame de Montsoreau par Alexandre Dumas, partie 8 du livre audio. Suite du tome 1. 21. Comment Chicot, croyant faire un cours d'histoire, fit un cours de généalogie. Chicot se leva dans son confessionnal pour déroidir ses jambes engourdies. Il avait tout lieu de penser que cette séance était la dernière. Et, comme il était près de 2 heures du matin, il avait hâte de faire ses dispositions pour le reste de la nuit. Mais, à son grand étonnement, lorsqu'ils eurent entendu la clé de la crypte grincer 2 fois dans la serrure, les 3 princes lorrains sortirent de la sacristie. Seulement, cette fois, ils avaient jeté le froc et repris leurs costumes habituels. En même temps, et en les voyant reparaître, l'enfant de chœur partit d'un si franc et si joyeux éclat de rire que la contagion gagna Chicot et qui se mit à rire aussi, sans savoir pourquoi. Le duc de Mayenne s'approcha vivement de l'escalier. « Ne riez pas si bruyamment, ma sœur, dit-il. Ils sont à peine sortis et pourraient vous entendre. »« Sa sœur, fit Chicot, marchant de surprise en surprise. Est-ce que par hasard ce moignillon serait une femme ? En effet, le novice rejeta son capuchon en arrière et découvrit la plus spirituelle et la plus charmante tête de femme que jamais Léonard de Vinci ait transportée sur la toile, lui qui cependant a peint la Joconde. C'étaient des yeux noirs pétillants de malice, mais qui, lorsqu'ils venaient à dilater leurs pupilles, élargissaient leurs disques d'ébène et prenaient une expression presque terrible à force d'être sérieuse. C'était une petite bouche merveille et fine, un nez dessiné avec une correction rigoureuse. C'était enfin un menton arrondi, terminant l'ovale parfait d'un visage un peu pâle, sur lequel ressortait, comme 2 arcs d'ébène, un double sourcil parfaitement dessiné. C'était la sœur de messieurs de Guise, Madame de Montpensier, dangereuse sirène, adroite à dissimuler, sous la robe épaisse du petit moine, l'imperfection tant reprochée d'une épaule un peu plus haute que l'autre, et la courbe inélégante de sa jambe droite qui la faisait boiter légèrement. Grâce à ces imperfections, l'âme d'un démon était venue se loger dans ce corps, à qui Dieu avait donné la tête d'un ange. Chicot la reconnut pour l'avoir vue venir 20 fois faire la cour à la reine Louise de Vaudemont, sa cousine, et un grand mystère lui fut révélé par cette présence et par celle de ses 3 frères, obstinés à rester après tout le monde. « Ah, mon frère, le cardinal !» disait la duchesse dans un spasme d'hilarité. « Quel saint homme vous faites ! Et comme vous parlez bien de Dieu ! Un instant, vous m'avez fait peur. Et j'ai cru que vous preniez la chose au sérieux. Et lui, qui s'est laissé graisser et couronner. Oh, la vilaine figure qu'il avait sous cette couronne. N'importe, dit le duc. Nous avons ce que nous voulions. Et François n'a plus à s'en dédire maintenant. Le Montsoreau, qui sans doute avait à cela quelque ténébreux intérêt, a mené les choses si loin que maintenant nous sommes sûrs qu'il ne nous abandonnera point comme il a fait de la Mole et de Coconas, à moitié chemin de l'échafaud. « Oh oh, dit Mayenne, c'est un chemin qu'on ne fait pas prendre facilement à des princes de notre race. Et il y aura toujours plus près du Louvre à l'abbaye de Sainte-Geneviève que de l'hôtel de ville à la place de Grève. » Chicot comprenait qu'on s'était moqué du duc d'Anjou, et, comme il détestait le prince, il eût volontiers, pour cette mystification, embrassé les Guises, en exceptant Mayenne, quitte à doubler pour Madame de Montpensier. « Revenons aux affaires, messieurs, dit le cardinal. Tout est bien fermé, n'est-ce pas ? »« Oh, je vous en réponds, dit la duchesse. D'ailleurs, je puis aller voir. »« Non pas, dit le duc. Vous devez être fatigué, mon cher petit enfant de cœur. »« Ma foi, non, c'était trop réjouissant. »« Mayenne, vous dites qu'il est ici ? » demanda le duc. « Oui. »« Je ne l'ai pas aperçu. »« Je crois bien, il est caché. »« Et où cela ? » ?»« Dans un confessionnal. »
Ces mots retentirent aux oreilles de Chicot comme les 100 000 trompettes de l'Apocalypse. « Qui donc est caché dans un confessionnal ?» demanda-t-il en s'agitant dans sa boîte. « Ventre de biche, je ne vois que moi. »« Alors il a tout vu et tout entendu ?» demanda le duc. « N'importe, n'est-il pas à nous ? » ?»« Amenez-le, moi. »« Mayenne, » dit le duc. Mayenne descendit un des escaliers du chœur, parut s'orienter et se dirigea en droite ligne vers le confessionnal habité par le Gascon. Chicot était brave, mais cette fois, ses dents claquèrent d'épouvante et une sueur froide commença de dégoûter de son front sur ses mains. « Ah ça !» dit-il en lui-même en essayant de dégager son épée des plis de son froc. « Je ne veux cependant pas mourir comme un coquin dans ce coffre. Allons au-devant de la mort, ventre de biche, et, puisque l'occasion s'en présente, tuons-le au moins avant que de mourir. » Et, pour mettre à exécution ce courageux projet, Chicot, qui avait enfin trouvé la poignée de son épée, passait déjà la main sur le loquet de la porte, quand la voix de la duchesse retentit. « Pas dans celui-là, Mayenne, dit-elle. Pas dans celui-là, dans l'autre, à gauche, tout au fond. »« Ah, fort bien, dit le duc, qui étendait déjà la main vers le confessionnal de Chicot et qui, à l'indication de sa sœur, tourna brusquement vers le confessionnal opposé. « Ouf !» dit le Gascon en poussant un soupir que lui eût envié Gorenflot. « Il était temps. Mais qui diable est donc dans l'autre ?»« Sortez, maître Nicolas David, dit Mayenne. Nous sommes seuls. »« Me voici, monseigneur, dit un homme en sortant du confessionnal. »« Bon, dit le Gascon, tu manquais à la fête, maître Nicolas. Je te cherchais partout, et voilà qu'enfin, au moment où je ne te cherchais plus, je t'ai trouvé. »« Vous avez tout vu et tout entendu, n'est-ce pas ? Dit le duc de Guise. « Je n'ai pas perdu un mot de ce qui s'est passé, et je n'en oublierai pas un détail, soyez tranquille, monseigneur. Vous pourrez donc tout rapporter à l'envoyé de sa sainteté, Grégoire XIII, demanda le balafré. Tout sans rien omettre. Maintenant, mon frère de Mayenne me dit que vous avez fait des merveilles pour nous. Voyons, qu'avez-vous fait ? Le cardinal et la duchesse se rapprochèrent avec curiosité. Les trois princes et leurs sœurs formaient alors un seul groupe. Éclairé en plein par la lampe, Nicolas David était à 3 pieds d'eux. « J'ai fait ce que j'avais promis, monseigneur, dit Nicolas David. C'est-à-dire que j'ai trouvé le moyen de vous faire asseoir sans conteste sur le trône de France. »« Eux aussi ?» s'écria Chicot. « Ah ça, mais tout le monde va donc être le roi de France. Au dernier les bons. » On voit que la gaieté était ressuscitée dans l'esprit du brave Chicot. Cette gaieté naissait de 3 circonstances. D'abord, il échappait d'une manière inattendue à un danger imminent. Ensuite, il découvrait une bonne conspiration. Enfin, dans cette bonne conspiration, il trouvait un moyen de perdre ses 2 grands ennemis, le duc de Mayenne et l'avocat Nicolas David. « Cher Gorenflot, murmura-t-il, quand toutes ces idées se furent un peu casées dans sa tête. Quel souper je te payerai demain pour la location de ton froc, va. Et si l'usurpation est trop flagrante ? Abstenons-nous de ce moyen, dit Henri de Guise. Je ne veux pas avoir à dos tous les rois de la chrétienté, qui procèdent de droit divin. J'ai songé à ce scrupule de monseigneur, dit l'avocat en saluant le duc et en promenant sur le triumvirat un œil assuré. Je ne suis pas seulement habile dans l'art de l'escrime, monseigneur, comme mes ennemis auraient pu le répandre pour m'enlever votre confiance. Nourri d'études théologiques et légales, j'ai consulté, comme doit le faire un bon casuiste et un juriste savant, les annales et les décrets qui donnent du poids à mon assertion dans nos habitudes de succession au trône. C'est gagner tout que gagner la légitimité. Et j'ai découvert, mes seigneurs, que vous êtes héritiers légitimes et que les Valois ne sont qu'une branche parasite et usurpatrice. » La confiance avec laquelle Nicolas David prononça ce petit exorde donna une joie fort vive à madame de Montpensier.
une curiosité fort grande au cardinal et au duc de Mayenne, et dérida presque le front sévère du duc de Guise. « Il est difficile, cependant, dit-il, que la maison de Lorraine, fort illustre d'ailleurs, prétende au pas sur les Valois. » « Cela est pourtant prouvé, monseigneur, dit maître Nicolas en relevant son froc pour tirer un parchemin de ses larges chausses et en découvrant par ce mouvement la poignée d'une longue rapière. Le duc prit le parchemin des mains de Nicolas David. « Qu'est-ce que cela » demanda-t-il. « L'arbre généalogique de la maison de Lorraine. »« Dont la souche est ?»« Charlemagne, monseigneur. »« Charlemagne » s'écrièrent les trois frères avec un air d'incrédulité qui, néanmoins, n'était pas exempt d'une certaine satisfaction. « C'est impossible. Le premier duc de Lorraine était contemporain de Charlemagne, mais il s'appelait Ranier, et n'était nullement parent de ce grand empereur. »« Attendez donc, monseigneur, dit Nicolas, vous comprenez bien que je n'ai point été chercher une de ces questions que l'on tranche par un simple démenti et que le premier juge d'armes met à néant. Ce qu'il vous faut, à vous, c'est un bon procès qui dure longtemps, qui occupe le Parlement et le peuple, pendant lequel vous puissiez séduire, non pas le peuple, il est à vous, mais le Parlement. Voyez donc, monseigneur, c'est bien cela. Ranier, premier duc de Lorraine, contemporain de Charlemagne. Guilbert, son fils, contemporain de Louis le Débonnaire. Henri, fils de Guibert, contemporain de Charles le Chauve. Mais, dit le duc de Guise, un peu de patience, monseigneur, nous y voilà. Écoutez bien. Bonne, oui, dit le duc, fille de Ricin, second fils de Ranier. Bien, reprit l'avocat. À qui mariée ? Bonne ? Oui. À Charles de Lorraine, fils de Louis IV, roi de France. À Charles de Lorraine, fils de Louis IV, roi de France, répéta David. Maintenant ajoutez frère de Lothaire, spolié de la couronne de France par l'usurpateur Hugues Capet sur Louis V. Oh oh, firent ensemble le duc de Mayenne et le cardinal. Continuez, dit le balafré. Il y a une lueur là-dedans. Or, Charles de Lorraine héritait de son frère à l'extinction de sa race. Or, la race de Lothaire est éteinte. Donc, messieurs, vous êtes les seuls et vrais héritiers de la couronne de France. Mordieu, fit Chicot, l'animal est encore plus venimeux que je ne croyais. Que dites-vous de cela, mon frère ? Demandèrent à la fois le cardinal et le duc de Mayenne. Je dis, répondit le balafré, que malheureusement il existe en France une loi qu'on appelle la loi salique et qui met toutes nos prétentions à néant. Voilà où je vous attendais, monseigneur, s'écria David avec l'orgueil de l'amour-propre satisfait. Quel est le premier exemple de la loi salique ? L'avènement au trône de Philippe de Valois au préjudice d'Édouard d'Angleterre. Quelle est la date de cet avènement ? Le balafré chercha dans ses souvenirs. 1328, dit sans hésiter le cardinal de Lorraine. C'est-à-dire 341 ans après l'usurpation de Hugues Capet, 240 ans après l'extinction de la race de Lothaire. Donc, depuis 240 ans, vos ancêtres avaient des droits à la couronne lorsque la loi salique fut inventée. Or, chacun sait cela, la loi n'a pas d'effet rétroactif. Vous êtes un habile homme, maître Nicolas David, dit le balafré en regardant l'avocat avec une admiration qui n'était pas exempte d'un certain mépris. C'est fort ingénieux, fit le cardinal. C'est fort beau, dit Mayenne. C'est admirable, dit la duchesse. Me voilà princesse royale. Je ne veux plus pour mari qu'un empereur d'Allemagne. Mon Dieu, Seigneur, dit Chicot, tu sais que je ne t'ai jamais fait qu'une prière. Ne nos inducas in tentationem et libera nos ab advocatis. Le duc de Guise seul était demeuré pensif au milieu de l'enthousiasme général.
Et dire que de pareils subterfuges sont nécessaires à un homme de ma taille, murmura-t-il. Pensez qu'avant d'obéir, les peuples regardent des parchemins comme celui-ci, au lieu de lire la noblesse de l'homme dans les éclairs de ses yeux ou de son épée. Vous avez raison, Henri, 10 fois raison. Et si l'on se contentait de regarder au visage, vous seriez roi parmi les rois, puisque les autres princes, dit-on, paraissent peuple auprès de vous. Mais l'essentiel pour monter au trône, c'est, comme l'a dit maître Nicolas David, un bon procès. Et, quand nous y serons arrivés, c'est comme vous l'avez dit vous-même, que le blason de notre maison ne départ pas trop les blasons suspendus au-dessus des autres trônes de l'Europe. Alors, cette généalogie est bonne, continua en soupirant Henri de Guise. Et voici les 200 écus d'or que m'a demandé, pour vous, mon frère de Mayenne, maître Nicolas David. Et en voici 200 autres, dit le cardinal à l'avocat, dont les yeux pétillaient d'aise en enfouissant l'or dans ses larges braies. Pour la nouvelle mission dont nous allons vous charger. Parlez, monseigneur, je suis tout entier aux ordres de votre éminence. Nous ne pouvons vous charger de porter vous-même à Rome, à notre Saint-Père Grégoire XIII, cette généalogie, à laquelle il faut qu'il donne son approbation. Vous êtes trop petit compagnon pour vous faire ouvrir les portes du Vatican. Hélas, dit Nicolas David, j'ai grand cœur, c'est vrai, mais je suis de pauvre naissance. Ah, si seulement j'avais été simple gentilhomme. Veux-tu te taire, truand, dit Chicot. Mais vous ne l'êtes pas, continua le cardinal, et c'est un malheur. Nous sommes donc forcés de charger de cette mission Pierre de Gondy. Permettez, mon frère, dit la duchesse redevenue sérieuse. Les Gondy sont gens d'esprit, sans doute, mais sur qui nous n'avons aucune prise, aucun recours. Leur ambition seule nous répond d'eux, et ils peuvent trouver à satisfaire leur ambition aussi bien avec le roi Henri qu'avec la maison de Guise. Ma sœur a raison, Louis, dit le duc de Mayenne avec sa brutalité ordinaire. Et nous ne pouvons pas nous fier à Pierre de Gondy comme nous nous fions à Nicolas David, qui est notre homme et que nous pouvons faire pendre quand il nous plaira. Cette naïveté du duc, lancée à brûle-pourpoint au visage de l'avocat, produisit sur le malheureux légiste le plus étrange effet. Il éclata d'un rire convulsif qui dénotait la plus grande frayeur. « Mon frère Charles plaisante, » dit Henri de Guise à l'avocat pâlissant. « Et l'on sait que vous êtes notre fidèle. Vous l'avez prouvé en maintes affaires. »« Et notamment dans la mienne, » pensa Chicot en montrant le poing à son ennemi, ou plutôt à ses deux ennemis. « Rassurez-vous, Charles, rassurez-vous, Catherine. Toutes mes mesures sont prises à l'avance. Pierre de Gondy portera cette généalogie à Rome, mais confondue avec d'autres papiers et sans savoir ce qu'il porte. Le pape approuvera ou désapprouvera sans que Gondy connaisse cette approbation ou cette désapprobation. Enfin, Gondy, toujours ignorant de ce qu'il porte, reviendra en France avec cette généalogie approuvée ou désapprouvée. Vous, Nicolas David, vous partirez presque en même temps que lui, et vous l'attendrez à Châlons, à Lyon ou à Avignon, selon les avis que vous recevrez de nous, de vous arrêter dans l'une ou l'autre de ces 3 villes. Ainsi, vous seul tiendrez le véritable secret de l'entreprise. Vous voyez donc bien que vous êtes toujours notre seul homme de confiance. David s'inclina. « Tu sais à quelles conditions, cher ami, murmura Chicot, à la condition d'être pendu si tu fais un pas de travers. Mais sois tranquille, je jure par Sainte-Geneviève, ici présente en plâtre, en marbre ou en bois, peut-être même en os, que tu te trouves placé en ce moment entre 2 gibets, mais que le plus rapproché de toi, cher ami, c'est celui que je te ménage. » Les 3 frères se serrèrent la main et embrassèrent leur sœur la duchesse, qui venait de leur apporter leurs 3 robes de moine laissées dans la sacristie. Puis, après les avoir aidés à repasser les frocs protecteurs, elle rabattit son capuchon sur ses yeux, marcha devant eux jusqu'au porche, où les attendait le frère portier, et par lequel ils disparurent, suivis de Nicolas David, dont les écus d'or sonnaient à chaque pas.
Derrière eux, le frère portier tira les verrous et, rentrant dans l'église, s'en vint éteindre la lampe du chœur. Aussitôt, une obscurité compacte envahit la chapelle et renouvela cette mystérieuse horreur qui déjà plus d'une fois avait hérissé le poil de Chicot. Puis, dans cette obscurité, le bruit des sandales du moine sur les dalles du pavé s'éloigna, faiblit et se perdit tout à fait. 5 minutes, qui parurent fort longues à Chicot, s'écoulèrent sans que rien troublât davantage ce silence et cette obscurité. « Bon, » dit le Gascon, « il paraît cette fois que tout est bien réellement fini, que les 3 actes sont joués et que les acteurs sont partis. Tâchons de les suivre. J'ai assez de comédie comme ça pour une seule nuit. » Et Chicot, qui était revenu sur son idée d'attendre le jour dans l'église depuis qu'il voyait les tombeaux mobiles et les confessionnaux habités, souleva doucement le loquet, poussa la porte avec précaution et allongea le pied hors de sa boîte. Pendant les promenades de l'enfant de chœur, Chicot avait vu dans un coin une échelle destinée à nettoyer les châssis de verre colorié. Il ne perdit pas de temps. Les mains étendues, les pieds discrètement avancés, il parvint sans bruit jusqu'à l'angle, mit la main sur l'échelle et, s'orientant de son mieux, il alla appliquer cette échelle à une fenêtre. À la lueur de la lune, Chicot vit qu'il ne s'était pas trompé dans ses prévisions. La fenêtre donnait sur le cimetière du couvent, qui lui-même donnait sur la rue Bordel. Chicot ouvrit la fenêtre, se mit à cheval dessus et, attirant l'échelle à lui avec cette force et cette adresse que donne presque toujours la joie ou la crainte, il la fit passer de l'intérieur à l'extérieur. Une fois descendu, il cacha l'échelle dans une haie d'ifs plantée au bas du mur, se glissa de tombe en tombe jusqu'à la dernière clôture qui le séparait de la rue, et qu'il franchit non sans démolir quelques pierres qui descendirent avec lui de l'autre côté de la rue. Une fois là, Chicot prit un temps pour respirer à pleine poitrine. Il était sorti avec quelques égratignures d'un guêpier où, plus d'une fois, il avait senti qu'il jouait sa vie. Puis, lorsqu'il sentit que l'air jouait plus librement dans ses poumons, il prit sa course vers la rue Saint-Jacques, ne s'arrêtant qu'à l'hôtellerie de la Corne d'Abondance, à laquelle il frappa sans hésitation, comme sans retard. Maître Claude Bonhomet vint ouvrir en personne. C'était un homme qui savait que tout dérangement se paye et qui comptait plus pour faire sa fortune sur les extras que sur les ordinaires. Il reconnut Chicot au premier coup d'œil, quoique Chicot fût sorti en simple cavalier et revint en moine. « Ah, c'est vous, mon gentilhomme, dit-il. Soyez le bienvenu. » Chicot lui donna un écu. « Et frère Gorenflot ?» demanda-t-il. Un large sourire épanouit la figure du maître aubergiste. Il s'avança vers le cabinet et, poussant la porte, « Voyez, dit-il. » Frère Gorenflot ronflait juste à la même place où l'avait laissé Chicot. « Ventre de biche, mon respectable ami, dit le Gascon, tu viens, sans t'en douter, d'avoir un fier cauchemar. 22. Comment monsieur et madame de Saint-Luc voyageaient côte à côte et furent rejoints par un compagnon de voyage. Le lendemain matin, à peu près vers l'heure où frère Gorenflot se réveillait, chaudement empaqueté dans son froc, notre lecteur, s'il eût voyagé sur la route de Paris à Angers, eût pu voir, entre Chartres et Nogent, 2 cavaliers, un gentilhomme et son page, dont les montures paisibles cheminaient côte à côte, se caressant des naseaux et se parlant du hennissement et du souffle, comme d'honnêtes animaux qui, pour être privés du don de la parole, n'en ont pas moins trouvé moyen de se communiquer leurs pensées. Les cavaliers étaient arrivés la veille, à la même heure, à peu près, à Chartres, sur des coursiers fumants, à la bouche souillée d'écume. Un des 2 coursiers était même tombé sur la place de la cathédrale, et comme c'était au moment même où les fidèles se rendaient à la messe, ce n'avait pas été un spectacle sans intérêt pour les bourgeois de Chartres que ce magnifique coursier, expirant de fatigue, dont les propriétaires n'avaient pas paru prendre plus de soucis que si c'eût été une ignoble rosse. Quelques-uns avaient remarqué, les bourgeois de Chartres ont de tout temps été fort observateurs,
Quelques-uns, disons-nous, avaient même remarqué que le plus grand des deux cavaliers avait alors glissé un écu dans la main d'un honnête garçon, lequel l'avait conduit, lui et son compagnon, à une auberge voisine, et que, par la porte de derrière de cette hôtellerie, donnant sur la plaine, les deux voyageurs étaient sortis une demi-heure après, montés sur 2 chevaux frais et avec les joues enluminées de ce coloris qui prouve en faveur du vin chaud que l'on vient de boire. Une fois dans la campagne encore nue, encore froide, mais parée déjà de tons bleuâtres précurseurs du printemps, le plus grand des deux cavaliers s'était approché du plus petit et lui avait dit en ouvrant ses bras : « Chère petite femme, embrasse-moi tranquillement, car, à cette heure, nous n'avons plus rien à craindre. » Alors madame de Saint-Luc, car c'était bien elle, s'était penchée gracieusement en ouvrant l'épais manteau dont elle était enveloppée, et, en appuyant ses 2 bras sur les épaules du jeune homme et sans cesser de plonger les yeux dans son regard, elle lui avait donné ce tendre et long baiser qu'il demandait. Il était résulté de cette assurance que Saint-Luc avait donnée à sa femme, et peut-être aussi du baiser donné par madame de Saint-Luc à son mari, que ce jour-là, on s'était arrêté dans une petite hôtellerie du village de Courville, située à 4 lieues seulement de Chartres, laquelle, par son isolement, ses doubles portes et une foule d'autres avantages encore, donnait aux 2 époux amants toute garantie de sécurité. Là, ils demeurèrent, toute la journée et toute la nuit, fort mystérieusement cachés dans leur petite chambre, où, après s'être fait servir à déjeuner, ils s'enfermèrent en recommandant à l'hôte, vu le long chemin qu'ils avaient fait et la grande fatigue qui en avait été le résultat, de ne point les déranger avant le lendemain au point du jour. Recommandation qui avait été ponctuellement suivie. C'était donc, dans la matinée de ce jour-là, que nous retrouvons monsieur et madame de Saint-Luc sur la route de Chartres à Nogent. Or, ce jour-là, comme ils étaient plus tranquilles que la veille, ils voyageaient non plus en fugitifs, non plus même en amoureux, mais en écoliers qui se détournent à chaque instant du chemin pour se faire admirer l'un à l'autre sur quelque petit monticule comme une statue équestre sur son cheval, ravageant les premiers bourgeons, recherchant les premières mousses, cueillant les premières fleurs, sentinelles du printemps qui percent la neige près de disparaître, et se faisant une joie infinie du reflet d'un rayon de soleil dans le plumage chatoyant des canards ou du passage d'un lièvre dans la plaine. « Morbleu !» s'écria tout à coup Saint-Luc. « Que c'est bon d'être libre ! As-tu jamais été libre, toi, Jeanne ?» « Moi, répondit la jeune femme avec un joyeux éclat de voix, jamais. Et c'est la première fois que je prends d'air et d'espace ce que j'en veux. Mon père était soupçonneux, ma mère était casanière. Je ne sortais pas sans une gouvernante, 2 femmes de chambre et un grand laquais, de sorte que je ne me rappelle pas avoir couru sur une pelouse depuis que, folle et rieuse enfant, je bondissais dans les grands bois de Méridor avec ma bonne Diane, la défiant à la course et courant à travers les ramées, courant jusqu'à ce que nous ne nous trouvassions plus même l'une l'autre. Alors nous nous arrêtions, palpitantes, au bruit de quelques biches, de quelques daims ou de quelques chevreuils, qui, effrayés par nous, s'élançaient hors de son repère, nous laissant interroger nous-mêmes, avec un certain frisson, le silence des vastes taillis. Mais toi, mon bien-aimé Saint-Luc, toi, tu étais libre, au moins. Moi, libre ? Sans doute, un homme. Eh bien, oui. Jamais. Élevé près du duc d'Anjou, emmené par lui en Pologne, ramené par lui à Paris, condamné à ne pas le quitter par cette perpétuelle règle de l'étiquette, poursuivi dès que je m'éloignais par cette voix lamentable qui me criait sans cesse « Saint-Luc, mon ami, je m'ennuie, viens t'ennuyer avec moi !» Libre, ah bien, oui, et ce corset qui m'étranglait l'estomac, et cette grande fraise empesée qui m'écorchait le cou, et ces cheveux frisés à la gomme qui se fussent mêlés à l'humidité et souillés à la poussière, et ce toquet enfin cloué à ma tête par des épingles. Oh, non, non. Ma bonne Jeanne, je crois que j'étais encore moins libre que toi, va. Aussi, tu vois, je profite de la liberté. Vive Dieu, la bonne chose. Et comment s'en prive-t-on lorsque l'on peut faire autrement ?
« Et si l'on nous rattrape, Saint-Luc, dit la jeune femme, en jetant un regard inquiet derrière elle. Si l'on nous met à la Bastille ?»« Si l'on nous y met ensemble, ma petite Jeanne, ce ne sera que demi-mal. Il me semble que, pendant toute la journée d'hier, nous sommes demeurés enfermés, ni plus ni moins, que si nous étions prisonniers d'État, et que nous ne nous sommes pas trop ennuyés, cependant. »« Saint-Luc, ne t'y fie pas, dit Jeanne, avec un sourire plein de malice et de gaieté. Si l'on nous attrape, je ne crois pas qu'on nous mette ensemble. » Et la charmante femme rougit d'avoir tant voulu dire en disant si peu. « Alors, cachons-nous bien, dit Saint-Luc. »« Oh, sois tranquille, répondit Jeanne. Sous ce rapport, nous n'avons rien à craindre et nous serons bien cachés. Si tu connaissais Méridor et ses grands chênes qui semblent les colonnes d'un temple dont le ciel est la voûte, et ses halliers sans fin, et ses rivières paresseuses qui coulent l'été sous de sombres arceaux de verdure, et l'hiver sous des couches de feuilles mortes, puis les grands étangs, les champs de blé, les parterres de fleurs, les pelouses sans fin, et les petites tourelles d'où s'échappent sans cesse des milliers de pigeons, voltigeant et bourdonnant comme des abeilles autour d'une ruche. Et puis, ce n'est pas tout, Saint-Luc, au milieu de tout cela, la reine de ce petit royaume, l'enchanteresse de ces jardins d'Armide, la belle, la bonne, l'incomparable Diane. Un cœur de diamant dans une enveloppe d'or. Tu l'aimeras, Saint-Luc. Je l'aime déjà. Elle t'a aimé. Oh, je suis bien sûre qu'elle m'aime encore et qu'elle m'aimera toujours. Ce n'est point Diane qui change capricieusement de ses amitiés. Te figures-tu la vie heureuse que nous allons mener dans ce nid de fleurs et de mousse que va reverdir le printemps? Diane a pris le gouvernement de la maison de son père, du vieux baron. Il ne faut donc pas nous en inquiéter. C'est un guerrier du temps de François Ier, devenu faible et inoffensif, en raison de ce qu'il a été autrefois fort et courageux, qui n'a plus qu'un souvenir dans le passé. Le vainqueur de Marignan et le vaincu de Pavie. Qu'un amour dans le présent et qu'un espoir dans l'avenir, sa Diane bien-aimée. Nous pourrons habiter Méridor sans qu'il le sache et s'en aperçoive même jamais. Et s'il le sait, eh bien, nous en serons quittes en lui laissant dire que sa Diane est la plus belle fille du monde et que le roi François Ier est le plus grand capitaine de tous les temps. « Ce sera charmant, dit Saint-Luc, mais je prévois de grandes querelles. »« Comment cela ?»« Entre le baron et moi. »« À quel propos ? À propos du roi François Ier ? » ?»« Non, je lui passe son premier capitaine, mais pour la plus belle fille du monde. »« Je ne compte plus, puisque je suis ta femme. »« Ah, c'est juste, dit Saint-Luc. »« Te représentes-tu cette existence, mon bien-aimé ? Continua Jeanne. Dès le matin, dans les bois, par la petite porte du pavillon qu'elle nous donnera pour logis. Je connais ce pavillon. 2 tourelles reliées l'une à l'autre par un corps de logis bâti sous Louis XII, une architecture adorable, et que tu adoreras, toi qui aimes les fleurs et les dentelles. Et des fenêtres, une vue calme et sombre sur les grands bois qui montent à perte de vue, et dans les allées desquelles on voit au loin paître quelques daims ou quelques chevreuils relevant la tête au moindre bruit. Puis, du côté opposé, une perspective ouverte sur des plaines dorées, sur des villages aux toits rouges et aux murs blancs, sur la Loire miroitant au soleil et toute peuplée de petits bateaux. Puis nous aurons, à 3 lieues, un lac avec une barque dans les roseaux, nos chevaux, nos chiens, avec lesquels nous courrons le daim dans les grands bois, tandis que le vieux baron, ignorant de ses hôtes, dira, prêtant l'oreille aux abois lointains, « Diane, écoute donc, si on ne dirait pas Astrée et Phléguéton, qui chassent. »« Et s'ils chassent, bon père, répondra Diane, laisse-les chasser. »« Dépêchons, Jeanne, dit Saint-Luc, je voudrais déjà être à Méridor. » Et tous deux piquaient leurs chevaux, qui dévoraient alors l'espace pendant 2 ou 3 lieues, puis qui s'arrêtaient tout à coup pour laisser à leur maître le loisir de reprendre une conversation interrompue ou de corriger un baiser mal donné. Ainsi se fit la route de Chartres au Mans, où, à peu près rassurés, les 2 époux séjournèrent un jour, puis, le lendemain de ce jour, qui fut encore une heureuse station pour cet heureux chemin qu'ils suivaient, ils s'engagèrent avec la volonté bien arrêtée d'arriver le soir même à Méridor, dans les forêts sablonneuses qui s'étendaient, à cette époque, de Guesselard à Écomois.
Arrivé là, Saint-Luc se regardait comme hors de tout danger, lui qui connaissait l'humeur tour à tour bouillante et paresseuse du roi, qui, selon la disposition d'esprit où il se trouvait au moment du départ de Saint-Luc, avait dû envoyer 20 courriers et 100 gardes après eux, avec ordre de les ramener morts ou vifs, ou qui s'était contenté de pousser un grand soupir, en tirant ses bras hors du lit, un pouce plus loin que d'ordinaire, en murmurant « Oh, traître de Saint-Luc, que ne t'ai-je connu plus tôt ?» Or, comme les fugitifs n'avaient été rejoints par aucun courrier, n'avaient aperçu aucun garde, il était probable qu'au lieu de s'être trouvé dans son humeur bouillante, le roi Henri III s'était trouvé dans son humeur paresseuse. C'était ce que disait Saint-Luc en jetant de temps en temps derrière lui un coup d'œil sur cette route solitaire où n'apparaissait point le moindre persécuteur. « Bon, pensait-il, la tempête sera retombée sur ce pauvre Chicot, qui, tout fou qu'il est, et peut-être même justement parce qu'il est fou, m'a donné un si bon conseil. J'en serai quitte pour quelque anagramme plus ou moins spirituel. » Et Saint-Luc se rappelait une anagramme terrible que Chicot avait faite sur lui au jour de sa faveur. Tout à coup, Saint-Luc sentit la main de sa femme qui reposait sur son bras. Il tressaillit. Ce n'était point une caresse. « Regarde, » dit Jeanne. Saint-Luc se retourna et vit à l'horizon un cavalier qui faisait même route qu'eux et qui paraissait presser fort son cheval. Ce cavalier était à la sommité du chemin. Il se détachait en vigueur sur le ciel mat et, par cet effet de perspective que nos lecteurs ont dû remarquer quelquefois, il paraissait, dans cette position, plus grand que nature. Cette coïncidence parut de mauvais augure à Saint-Luc, soit à cause de la disposition de son esprit, auquel la réalité semblait venir à point nommé donner un démenti, soit que réellement, et malgré le calme qu'il affectait, il craignit encore quelque retour capricieux du roi Henri III. « Oui, en effet, dit-il, pâlissant malgré lui, voici un cavalier là-bas. »« Fuyons, dit Jeanne en donnant de l'éperon à son cheval. »« Non pas, dit Saint-Luc, à qui la crainte qu'il éprouvait ne pouvait faire perdre son sang-froid. Non pas, ce cavalier est seul, autant que j'en puis juger, et nous ne devons pas fuir devant un homme seul. Rangeons-nous et laissons-le passer. Quand il sera passé, nous continuerons notre chemin. »« Mais s'il s'arrête ?»« Eh bien, s'il s'arrête, nous verrons à qui nous avons affaire, et nous agirons en conséquence. »« Tu as raison, dit Jeanne, et j'avais tort d'avoir peur, puisque mon Saint-Luc est là pour me défendre. »« N'importe, fuyons toujours, dit Saint-Luc en jetant un dernier regard sur l'inconnu qui, en les apercevant, avait mis son cheval au galop. Car voici une plume sur ce chapeau, et sous ce chapeau, une fraise, qui me donne quelques inquiétudes. »« Oh, mon Dieu, comment une plume et une fraise peuvent-elles t'inquiéter ?» demanda Jeanne en suivant son mari, qui avait pris son cheval par la bride et qui l'entraînait avec lui dans le bois. « Parce que la plume est d'une couleur fort à la mode en ce moment à la cour, et la fraise d'une coupe bien nouvelle. Or, ce sont là de ces plumes qui coûteraient trop cher à faire teindre, et de ces fraises qui coûteraient trop de soin à amidonner aux gentilshommes manceaux. Pour que nous ayons affaire à un compatriote de ces belles poulardes qu'estime tant Chicot. Piquons, piquons, Jeanne. Ce cavalier me fait l'effet d'un ambassadeur du roi, mon auguste maître. »« Piquons, dit la jeune femme, tremblante comme la feuille, à l'idée qu'elle pouvait être séparée de son mari. Mais c'était chose plus facile à dire qu'à exécuter. Les sapins étaient fort épais et formaient une véritable muraille de branches. De plus, les chevaux entraient jusqu'au poitrail dans le terrain sablonneux. Pendant ce temps, le cavalier s'approchait comme la foudre, et l'on entendait le galop de son cheval roulant sur la pente de la montagne. « C'est bien à nous qu'il en veut, Jésus Seigneur !» s'écria la jeune femme. « Ma foi, dit Saint-Luc s'arrêtant, si c'est à nous qu'il en veut, voyons ce qu'il nous veut, car en mettant pied à terre, il nous rejoindra toujours. »« Il s'arrête, dit la jeune femme. »« Et même, il descend, dit Saint-Luc. Il entre dans le bois. Ah, ma foi, quand ce serait le diable en personne, je vais au-devant de lui. »« Attends, dit Jeanne en retenant son mari, attends. Il appelle, ce me semble. » En effet,
L'inconnu, après avoir attaché son cheval à l'un des sapins de la lisière, entrait dans le bois en criant « Hé, mon gentilhomme, mon gentilhomme, ne vous sauvez donc pas, mille diables, je rapporte quelque chose que vous avez perdu. » « Que dit-il donc » demanda la comtesse. « Ma foi, dit Saint-Luc, il dit que nous avons perdu quelque chose. »« Eh, monsieur, continua l'inconnu, le petit monsieur, vous avez oublié votre bracelet dans l'hôtellerie de Courville. Que diable, un portrait de femme, cela ne se perd pas ainsi, le portrait de cette respectable madame de Cossé, surtout. En faveur de cette chère maman, ne me faites donc pas courir pour cela. » « Mais je connais cette voix, s'écria Saint-Luc. « Et puis, il me parle de ma mère. »« Avez-vous donc perdu ce bracelet, mamie ?»« Eh, mon Dieu, oui, je m'en suis aperçue ce matin seulement. Je ne pouvais me rappeler où je l'avais laissé. »« Mais c'est Bussy !» s'écria tout à coup Saint-Luc. « Le comte de Bussy ?» reprit Jeanne tout émue. « Notre ami ?»« Eh, certainement, notre ami, » dit Saint-Luc, courant avec autant d'empressement au-devant du gentilhomme qu'il venait de mettre de soin à l'éviter. « Saint-Luc, je ne m'étais donc pas trompé, » dit la voix sonore de Bussy, qui, d'un seul bond, se trouva près des deux époux. « Bonjour, madame, » continua-t-il en riant aux éclats et en offrant à la comtesse le portrait que, réellement, elle avait oublié dans l'hôtellerie de Courville, où l'on se rappelle que les voyageurs avaient passé la nuit. « Est-ce que vous venez pour nous arrêter de la part du roi, monsieur de Bussy ?» dit en souriant Jeanne. « Moi ? Ma foi non. Je ne suis pas assez des amis de Sa Majesté pour qu'elle me charge de ses missions de confiance. Non, j'ai trouvé votre bracelet à Courville. Cela m'a indiqué que vous me précédiez sur la route. J'ai alors poussé mon cheval, je vous ai aperçu, je me suis douté que c'était vous, et, sans le vouloir, je vous ai donné la chasse. Excusez-moi. » Ainsi donc, dit Saint-Luc, avec un dernier nuage de soupçon, c'est le hasard qui vous fait suivre la même route que nous ? Le hasard, répondit Bussy, et maintenant que je vous ai rencontré, je dirais la providence. Et tout ce qui restait de doute dans l'esprit de Saint-Luc s'effaça devant l'œil si brillant et le sourire si sincère du beau gentilhomme. « Ainsi, vous voyagez ?» dit Jeanne. « Je voyage, » dit Bussy en remontant à cheval. « Mais pas comme nous ?»« Non, malheureusement. »« Pas pour cause de disgrâce, voulais-je dire. »« Ma foi, peu s'en faut. »« Et vous allez ?»« Je vais du côté d'Angers. Et vous ? » ?»« Nous aussi. »« Oui, je comprends. Brissac est à 10 de lieues d'ici, entre Angers et Saumur. Vous allez chercher un refuge dans le manoir paternel, comme des colombes poursuivies. C'est charmant, et je porterais envie à votre bonheur si l'envie n'était pas un si vilain défaut. »« Eh, monsieur de Bussy, » dit Jeanne avec un regard plein de reconnaissance, « mariez-vous, et vous serez tout aussi heureux que nous le sommes. C'est chose très facile, je vous jure, que le bonheur quand on s'aime. » Et elle regarda Saint-Luc en souriant, comme pour en appeler à son témoignage. « Madame, dit Bussy, je me défie de ces bonheurs-là. Tout le monde n'a pas la chance de se marier comme vous, avec privilège du roi. »« Allons donc. Vous, l'homme aimé partout ?»« Quand on est aimé partout, madame, dit en soupirant Bussy, c'est comme si on ne l'était nulle part. »« Eh bien, dit Jeanne en jetant un coup d'œil d'intelligence à son mari, laissez-moi vous marier. Cela donnera d'abord la tranquillité à bon nombre de maris jaloux que je connais. Et puis, ensuite, je promets de vous faire rencontrer ce bonheur dont vous niez l'existence. » « Je ne nie pas que le bonheur existe, madame, dit Bussy, avec un soupir. Je nie seulement que ce bonheur soit fait pour moi. »« Voulez-vous que je vous marie ?» répéta madame de Saint-Luc. « Si vous me mariez à votre goût, non. Si vous me mariez à mon goût, oui. »« Vous dites cela comme un homme décidé à rester célibataire. »« Peut-être. »« Mais vous êtes donc amoureux d'une femme que vous ne pouvez épouser ?»« Comte, par grâce, dit Bussy, priez donc madame de Saint-Luc de ne pas m'enfoncer 1000 poignards dans le cœur. »« Ah ça, prenez garde, Bussy. Vous allez me faire accroire que c'est de ma femme que vous êtes amoureux. Dans ce cas, vous conviendriez au moins que je suis un amant plein de délicatesse
et que les maris auraient bien tort d'être jaloux de moi. » « Ah, c'est vrai, » dit Saint-Luc, se rappelant que c'était Bussy qui lui avait amené sa femme au Louvre. « Mais n'importe. Avouez que vous avez le cœur pris quelque part. »« Je l'avoue, » dit Bussy. « Par un amour ou par un caprice ?» demanda Jeanne. « Par une passion, madame. »« Je vous guérirai. »« Je ne crois pas. »« Je vous marierai. »« J'en doute. » « Et je vous rendrai aussi heureux que vous méritez de l'être. »« Hélas, madame, mon seul bonheur maintenant est d'être malheureux. »« Je suis très opiniâtre, je vous en avertis, » dit Jeanne. « Et moi donc, » dit Bussy. « Comte, vous céderez. »« Tenez, madame, » dit le jeune homme, « voyageons comme de bons amis. Sortons d'abord de cette sablonnière, s'il vous plaît, puis nous gagnerons pour la coucher ce charmant petit village qui reluit là-bas au soleil. »« Celui-là ou quelque autre ? » ?»« Peu m'importe, je n'ai point de préférence. »« Vous nous accompagnez, alors ? » ?»« Jusqu'à l'endroit où je vais, à moins que vous n'y voyiez quelque inconvénient. »« Aucun, au contraire. Mais faites mieux, venez où nous allons. »« Et où allez-vous ? » ?»« Au château de Méridor. » Le sang monta au visage de Bussy et reflua vers son cœur. Il devint même si pâle que c'en était fait de son secret si, en ce moment même, Jeanne n'eût regardé son mari en souriant. Bussy eut donc le temps de se remettre, tandis que les deux époux, ou plutôt les deux amants, se parlaient des yeux, et de rendre malice pour malice à la jeune femme. Seulement, sa malice à lui, c'était un profond silence sur ses intentions. « Au château de Méridor, madame, dit-il, quand il eut repris assez de force pour prononcer ce nom. Qu'est-ce que cela, je vous prie ? » « La terre d'une de mes bonnes amies, répondit Jeanne. « D'une de vos bonnes amies ? Et, continua Bussy, qui est à sa terre ? » « Sans doute, répondit madame de Saint-Luc, qui ignorait complètement les événements arrivés à Méridor depuis 2 mois. « N'avez-vous donc jamais entendu parler du baron de Méridor, un des plus riches barons poitevins et, répéta Bussy, voyant que Jeanne s'arrêtait. Et de sa fille Diane de Méridor, la plus belle fille de baron qu'on ait jamais vue. Non, madame, répliqua Bussy, presque suffoqué par l'émotion. Et tout bas, le beau gentilhomme, tandis que Jeanne regardait encore son mari avec une singulière expression, le beau gentilhomme, disons-nous, se demandait par quel singulier bonheur, sur cette route, sans à-propos, sans logique, il trouvait des gens pour lui parler de Diane de Méridor, pour faire écho à la seule pensée qu'il eut dans le cœur. Était-ce une surprise ? Ce n'était point probable. Était-ce un piège ? C'était presque impossible. Saint-Luc n'était déjà plus à Paris lorsqu'il était entré chez madame de Montsoreau, et lorsqu'il avait appris que madame de Montsoreau s'appelait Diane de Méridor. « Et ce château est-il bien loin encore, madame ?» demanda Bussy. « À 7 lieues, je crois, et j'offrirais de parier que c'est là, et non pas à votre petit village reluisant au soleil, dans lequel, au reste, je n'ai eu aucune confiance, que nous coucherons ce soir. Vous venez, n'est-ce pas ? » « Oui, madame. »« Allons, dit Jeanne, c'est déjà un pas fait vers le bonheur que je vous proposais. » Bussy s'inclina et continua de marcher près des 2 jeunes époux qui, grâce aux obligations qu'ils lui avaient, firent charmante mine. Pendant quelque temps, chacun garda le silence. Enfin, Bussy, qui avait bien des choses à apprendre, se hasarda de questionner. C'était le privilège de sa position, et il paraissait au reste résolu d'en user. « Et ce baron de Méridor dont vous me parliez, demanda-t-il, le plus riche des Poitevins, quel homme est-ce ? » « Un parfait gentilhomme, un preux des anciens jours, un chevalier qui, s'il eût vécu au temps du roi Arthur, eût certes obtenu une place à la table ronde. »« Et, demanda Bussy en comprimant les muscles de son visage et l'émotion de sa voix, à qui a-t-il marié sa fille ? » ?»« Marié sa fille ? » ?»« Je le demande. »« Diane, mariée ? » ?»« Qu'y aurait-il d'extraordinaire à cela ? » ?»« Rien, mais Diane n'est point mariée. Certainement, j'eusse été la première prévenue de ce mariage. »
Le cœur de Bussy se gonfla et un soupir douloureux brisa le passage de sa gorge étranglée. « Alors, demanda-t-il, mademoiselle de Méridor est au château avec son père ?»« Nous l'espérons bien, répondit Saint-Luc, appuyant sur cette réponse pour montrer à sa femme qu'il l'avait comprise et qu'il partageait ses idées et s'associait à ses plans. Il se fit un moment de silence, pendant lequel chacun poursuivait sa pensée. « Ah !» s'écria tout à coup Jeanne en se haussant sur ses étriers. « Voici les tourelles du château. Tenez, tenez, voyez-vous, monsieur de Bussy, au milieu de ces grands bois sans feuilles, mais qui, dans un mois, seront si beaux. Tenez, voyez-vous le toit d'ardoise ?»« Oh oui, certainement, » dit Bussy avec une émotion qui étonnait lui-même ce brave cœur, resté jusqu'alors un peu sauvage. « Oui, je vois. Ainsi, c'est là le château de Méridor ?» Et, par une réaction naturelle à la pensée, à l'aspect de ce pays si beau et si riche même au temps de la détresse de la nature, à l'aspect de cette demeure seigneuriale, il se rappela la pauvre prisonnière ensevelie dans les brumes de Paris et dans l'étouffant réduit de la rue Saint-Antoine. Cette fois encore, il soupira, mais ce n'était plus tout à fait de douleur. À force de lui promettre le bonheur, Madame de Saint-Luc venait de lui donner l'espérance. 23. Le vieillard orphelin. Madame de Saint-Luc ne s'était point trompée. 2 heures après, on était en face du château de Méridor. Depuis les dernières paroles échangées entre les voyageurs, et que nous avons répétées, Bussy se demandait s'il ne fallait pas raconter à ses bons amis, qui venaient de se faire connaître, l'aventure qui tenait Diane éloignée de Méridor. Mais, une fois entré dans cette voie de révélation, il fallait non seulement révéler ce que tout le monde allait bientôt savoir, mais encore ce que Bussy seul savait et ne voulait révéler à personne. Il recula donc devant un aveu qui amenait naturellement trop d'interprétations et de questions. Et puis Bussy voulait entrer à Méridor comme un homme parfaitement inconnu. Il voulait voir, sans préparation aucune, monsieur de Méridor, l'entendre parler de monsieur de Montsoreau et du duc d'Anjou. Il voulait se convaincre enfin, non pas que le récit de Diane était sincère, il ne soupçonnait pas un instant de mensonge cet ange de pureté, mais qu'elle n'avait été elle-même trompée sur aucun point, et que ce récit, qu'il avait écouté avec un si puissant intérêt, avait été une interprétation fidèle des événements. Bussy conservait, comme on le voit, 2 sentiments qui maintiennent l'homme supérieur dans sa sphère dominatrice, même au milieu des égarements de l'amour. Ces 2 sentiments étaient la circonspection à l'égard des étrangers et le respect profond de la personne qu'on aime. Aussi, Madame de Saint-Luc, trompée, malgré sa perspicacité féminine, par la puissance que Bussy avait conservée sur lui-même, demeura-t-elle persuadée que le jeune homme venait d'entendre pour la première fois prononcer le nom de Diane, et que, ce nom n'éveillant en lui ni souvenir ni espérance, il s'attendait à trouver à Méridor quelque provincial bien gauche et bien embarrassé en face des hôtes nouveaux qui lui arrivaient. En conséquence, elle se disposait à jouir de sa surprise. Cependant, une chose l'étonnait, c'est que, le garde ayant sonné dans sa trompe pour l'avertir d'une visite, Diane n'accourut point sur le pont-levis, tandis que c'était un signal auquel Diane accourait toujours. Mais, au lieu de Diane, on aperçut s'avancer par le porche principal du château un vieillard courbé, appuyé sur un bâton. Il était vêtu d'un surtout de velours vert brodé d'une fourrure de renard, et à sa ceinture brillait un sifflet d'argent près d'un petit trousseau de clés. Le vent du soir soulevait sur son front ses longs cheveux blancs comme les dernières neiges. Il traversa le pont-levis, suivi de 2 grands chiens d'une race allemande, qui marchaient derrière lui lentement et à pas égaux, la tête basse, et ne se devançant pas l'un l'autre d'une ligne. Lorsque le vieillard put arriver près du parapet, « Qui est là ?» demanda-t-il d'une voix faible, « et qui fait l'honneur à un pauvre vieillard de le visiter ?»« Moi, Seigneur Augustin !» s'écria la voix rieuse de la jeune femme. Car Jeanne de Cossé appelait ainsi le vieillard, pour le distinguer de son frère cadet, qui s'appelait Guillaume et qui n'était mort que depuis 3 ans.
Mais le baron, au lieu de répondre par l'exclamation joyeuse que Jeanne s'attendait à entendre sortir de sa bouche, le baron leva lentement la tête et, fixant sur les voyageurs des yeux sans regard, « Vous, dit-il, je ne vois pas. Qui, vous ?»« Oh, mon Dieu !» s'écria Jeanne. « Ne me reconnaissez-vous pas ? Ah, c'est vrai, mon déguisement. »« Excusez-moi, dit le vieillard, mais je n'y vois presque plus. Les yeux des vieillards ne sont pas faits pour pleurer, et lorsqu'ils pleurent trop, les larmes les brûlent. »« Ah, cher baron, dit la jeune femme, je vois bien en effet que votre vue baisse, car vous m'eussiez reconnu, même sous mes habits d'homme. Il faut donc que je vous dise mon nom. »« Oui, sans doute, répliqua le vieillard, puisque je vous dis que je vous vois à peine. »« Eh bien, je vais vous attraper, cher seigneur Augustin. Je suis madame de Saint-Luc. »« Saint-Luc, dit le vieillard, je ne vous connais pas. »« Mais mon nom de jeune fille, dit la rieuse jeune femme, mais mon nom de jeune fille est Jeanne de Cossé-Brissac. »« Ah, mon Dieu !» s'écria le vieillard en essayant d'ouvrir la barrière de ses mains tremblantes. « Ah, mon Dieu !» Jeanne, qui ne comprenait rien à cette réception étrange, si différente de celle à laquelle elle s'attendait et qu'il attribuait à l'âge du vieillard et au déclin de ses facultés, se voyant enfin reconnue, sauta à bas de son cheval et courut se jeter dans ses bras, ainsi qu'elle en avait l'habitude. Mais, en embrassant le baron, elle sentit ses joues humides. Il pleurait. « C'est de joie, pensa-t-elle. Allons, le cœur est toujours jeune. »« Venez, dit le vieillard après avoir embrassé Jeanne. » Et, comme s'il n'eût pas aperçu ses deux compagnons, le vieillard se remit à marcher vers le château de son pas égal et mesuré, suivi toujours à la même distance de ses deux chiens, qui n'avaient pris que le temps de flairer et de regarder les visiteurs. Le château avait un aspect de tristesse étrange. Tous les volets en étaient fermés. On eût dit un immense tombeau. Les serviteurs qu'on apercevait passant çà et là étaient vêtus de noir. Saint-Luc adressa un regard à sa femme pour lui demander si c'était ainsi qu'elle s'attendait à trouver le château. Jeanne comprit, et, comme elle avait hâte elle-même de sortir de cette perplexité, elle s'approcha du baron et lui prenant la main. « Et Diane, dit-elle, est-ce que, par malheur, elle ne se trouverait point ici ?» Le vieillard s'arrêta comme frappé de la foudre et, regardant la jeune femme avec une expression qui ressemblait presque à la terreur, « Diane, dit-il. » Et, soudain, à ce nom, les deux chiens, levant la tête de chaque côté vers leur maître, poussèrent un lugubre gémissement. Bussy ne put s'empêcher de frissonner. Jeanne regarda Saint-Luc, et Saint-Luc s'arrêta, ne sachant s'il devait s'avancer davantage ou retourner en arrière. « Diane !» répéta le vieillard, comme s'il lui avait fallu tout ce temps pour comprendre la question qui lui était faite. « Mais vous ne savez donc pas ?» Et sa voix déjà faible et tremblante s'éteignit dans un sanglot arraché du plus profond du cœur. « Mais quoi donc ? Et qu'est-il arrivé ?» s'écria Jeanne, émue et les mains jointes. « Diane est morte !» s'écria le vieillard en levant les mains avec un geste désespéré vers le ciel et en laissant échapper un torrent de larmes. Et il se laissa tomber sur les premières marches du perron auquel on était arrivé. Il cachait sa tête entre ses deux mains en se balançant comme pour chasser le souvenir funèbre qui venait sans cesse le torturer. « Morte !» s'écria Jeanne, frappée d'épouvante et pâlissant comme un spectre. « Morte ?» dit Saint-Luc avec une tendre compassion pour le vieillard. « Morte ?» balbutia Bussy. Il lui a laissé croire, à lui aussi, qu'elle était morte. Ah, pauvre vieillard, comme tu m'aimeras un jour. « Morte, morte !» répéta le baron. « Ils me l'ont tuée. »« Ah, mon cher seigneur !» dit Jeanne, qui, après le coup terrible qu'elle avait reçu, venait de trouver la seule ressource qui empêche de se briser le faible cœur des femmes. Les larmes. Et elle éclata en sanglots, inondant de pleurs la figure du vieillard,
au cou duquel ses bras venaient s'enlacer. Le vieux seigneur se releva, trébuchant. « N'importe, dit-il. Pour être vide et désolé, la maison n'en est pas moins hospitalière. Entrez. » Jeanne prit le bras du vieillard sous le sien et traversa avec lui le péristyle, l'ancienne salle des gardes, devenue une salle à manger, et entra dans le salon. Un domestique, dont le visage bouleversé et dont les yeux rougis dénotaient le tendre attachement pour son maître, marchait devant, ouvrant les portes. Saint-Luc et Bussy suivaient. Arrivé dans le salon, le vieillard, toujours soutenu par Jeanne, s'assit, ou plutôt se laissa tomber dans son grand fauteuil de bois sculpté. Le valet poussa une fenêtre pour donner de l'air et, sans sortir de la chambre, se retira dans un coin. Jeanne n'osait rompre le silence. Elle tremblait de rouvrir les blessures du vieillard en le questionnant. Et cependant, comme toutes les personnes jeunes et heureuses, elle ne pouvait se décider à regarder comme réel le malheur qu'on lui annonçait. Il y a un âge où l'on ne peut sonder l'abîme de la mort, parce qu'on ne croit point à la mort. Ce fut le baron qui vint au-devant de son désir, en reprenant la parole. « Vous m'avez dit que vous étiez mariée, ma chère Jeanne. Monsieur est-il donc votre mari ?» Et il désignait Bussy. « Non, seigneur Augustin, répondit Jeanne. Voici monsieur de Saint-Luc. » Saint-Luc s'inclina plus profondément encore devant le malheureux père que devant le vieillard. Celui-ci le salua tout paternellement et s'efforça même de sourire. Puis, les yeux atones, se tournant vers Bussy, « Et monsieur, dit-il, est votre frère, le frère de votre mari, un de vos parents ?»« Non, cher baron, monsieur n'est point notre parent, mais notre ami. Monsieur Louis de Clermont, comte de Bussy, d'Amboise, gentilhomme de monsieur le duc d'Anjou. » À ces mots, le vieillard, se redressant comme par un ressort, lança un regard terrible sur Bussy et, comme épuisé par cette provocation muette, retomba sur son fauteuil en poussant un gémissement. « Quoi donc ?» demanda Jeanne. « Le baron vous connaît-il, seigneur de Bussy ?» demanda Saint-Luc. « C'est la première fois que j'ai l'honneur de voir monsieur le baron de Méridor, » dit tranquillement Bussy, qui seul avait compris l'effet que le nom de monsieur le duc d'Anjou avait produit sur le vieillard. « Ah, vous êtes gentilhomme de monsieur le duc d'Anjou, » dit le baron. « Vous êtes gentilhomme de ce monstre, de ce démon, et vous osez l'avouer, et vous avez l'audace de vous présenter chez moi. » « Est-il fou ?» demanda tout bas Saint-Luc à sa femme, en regardant le baron avec des yeux étonnés. « La douleur lui aura dérangé l'esprit, » répondit Jeanne avec effroi. Monsieur de Méridor avait accompagné les paroles qu'il venait de prononcer et qui faisaient douter à Jeanne, qu'il eut toute sa raison, d'un regard plus menaçant encore que le premier. Mais Bussy, toujours impassible, soutint ce regard dans l'attitude d'un profond respect et ne répliqua point. « Oui, de ce monstre, » reprit monsieur de Méridor, dont la tête semblait s'égarer de plus en plus, « de cet assassin qui m'a tué ma fille. »« Pauvre seigneur, » murmura Bussy. « Mais que dit-il donc là ?» demanda Jeanne, interrogeant à son tour. « Vous ne savez donc pas, vous qui me regardez avec des yeux effarés !» s'écria monsieur de Méridor en prenant les mains de Jeanne et celles de Saint-Luc et en les réunissant entre les siennes. « Mais le duc d'Anjou m'a tué ma Diane, le duc d'Anjou, mon enfant, ma fille, il me l'a tuée. » Et le vieillard prononça ces dernières paroles avec un tel accent de douleur que les larmes en vinrent aux yeux de Bussy lui-même. « Seigneur, » dit la jeune femme, « cela fut-il, et je ne comprends point comment cela peut être. Vous ne pouvez accuser de cet affreux malheur monsieur de Bussy, le plus loyal, le plus généreux gentilhomme qui soit. Mais voyez donc, mon bon père, monsieur de Bussy ne sait rien de ce que vous dites. Monsieur de Bussy pleure comme nous et avec nous. Serait-il donc venu s'il eût pu se douter de l'accueil que vous lui réserviez? Ah, cher seigneur Augustin, au nom de votre bien-aimée Diane,
Dites-nous comment cette catastrophe est arrivée. » « Alors, vous ne saviez pas ?» dit le vieillard, s'adressant à Bussy. Bussy s'inclina sans répondre. « Eh, mon Dieu, non !» dit Jeanne. « Tout le monde ignorait cet événement. »« Ma Diane est morte, et sa meilleure amie ignorait sa mort. Oh, c'est vrai, je n'en ai écrit, je n'en ai parlé à personne. Il me semblait que le monde ne pouvait vivre du moment où Diane ne vivait plus. Il me semblait que l'univers entier devait porter le deuil de Diane. »« Parlez, parlez, cela vous soulagera, » dit Jeanne. « Eh bien, » dit le baron en poussant un sanglot, « ce prince infâme, le déshonneur de la noblesse de France, a vu ma Diane, et, la trouvant si belle, l'a fait enlever et conduire au château de Baugé pour la déshonorer, comme il l'eût fait de la fille d'un cerf. Mais Diane, ma Diane sainte et noble, a choisi la mort. Elle s'est précipitée d'une fenêtre dans le lac, et l'on n'a plus retrouvé que son voile flottant à la surface de l'eau. » Et le vieillard ne put articuler cette dernière phrase sans des larmes et des sanglots qui faisaient de cette scène un des plus lugubres spectacles que Bussy eût vu jusque-là. Bussy, l'homme de guerre, habitué à verser et à voir verser le sang. Jeanne, presque évanouie, regardait elle aussi le comte avec une espèce de terreur. « Oh, comte !» s'écria Saint-Luc. « C'est affreux, n'est-ce pas ? Comte, il vous faut abandonner ce prince infâme. Comte, un noble cœur comme le vôtre ne peut rester l'ami d'un ravisseur et d'un assassin. » Le vieillard, un peu réconforté par ces paroles, attendait la réponse de Bussy pour fixer son opinion sur le gentilhomme. Les paroles sympathiques de Saint-Luc le consolaient. Dans les grandes crises morales, les faiblesses physiques sont grandes, et ce n'est point un des moindres adoucissements à la douleur de l'enfant mordu par un chien favori que de voir battre ce chien qui l'a mordu. Mais Bussy, au lieu de répondre à l'apostrophe de Saint-Luc, fit un pas vers M. de Méridor. « Monsieur le baron, dit-il, voulez-vous m'accorder l'honneur d'un entretien particulier ?»« Écoutez, monsieur de Bussy, cher seigneur, dit Jeanne. Vous verrez qu'il est bon et qu'il sait rendre service. »« Parlez, monsieur, dit le baron en tremblant, car il pressentait quelque chose d'étrange dans le regard du jeune homme. Bussy se tourna vers Saint-Luc et sa femme, et leur adressant un regard plein de noblesse et d'amitié. « Vous permettez ?» dit-il. Les deux jeunes gens sortirent de la salle, appuyés l'un sur l'autre et doublement heureux de leur bonheur près de cette immense infortune. Alors, quand la porte se fut refermée derrière eux, Bussy s'approcha du baron et le salua profondément. « Monsieur le baron, dit Bussy, vous venez, en ma présence, d'accuser un prince que je sers, et vous l'avez accusé avec une violence qui me force à vous demander une explication. » Le vieillard fit un mouvement. « Oh, ne vous méprenez point au sens tout respectueux de mes paroles. C'est avec la plus profonde sympathie que je vous parle, c'est avec le plus vif désir d'adoucir votre chagrin que je vous dis, monsieur le baron, faites-moi, dans ces détails, le récit de la catastrophe douloureuse que vous racontiez tout à l'heure à monsieur de Saint-Luc et à sa femme. Voyons, tout s'est-il bien accompli comme vous le croyez, et tout est-il bien perdu ? » ?»« Monsieur, dit le vieillard, j'ai eu un moment d'espoir. Un noble et loyal gentilhomme, monsieur de Montsoreau, a aimé ma pauvre fille et s'est intéressé à elle. »« Monsieur de Montsoreau ? Eh bien, demanda Bussy, voyons, quelle a été sa conduite dans tout ceci ? » ?»« Ah, sa conduite fut loyale et digne, car Diane avait refusé sa main. Cependant, ce fut lui qui le premier m'avertit des infâmes projets du duc. Ce fut lui qui m'indiqua le moyen de les faire échouer. Il ne demandait qu'une chose pour sauver ma fille, et cela encore prouvait toute la noblesse et toute la droiture de son âme. Il demandait, s'il parvenait à l'arracher des mains du duc, que je la lui donnasse en mariage, afin que, hélas, ma fille n'en sera pas moins perdue.
lui, jeune, actif et entreprenant, put la défendre contre un puissant prince, ce que son pauvre père ne pouvait entreprendre. Je donnai mon consentement avec joie, mais, hélas, ce fut inutile. Il arriva trop tard, et ne trouva ma pauvre Diane sauvée du déshonneur que par la mort. Et, depuis ce moment fatal, demanda Bussy, M. de Montsoreau n'a-t-il donc pas donné de ses nouvelles ? Il n'y a qu'un mois que ces événements se sont passés, dit le vieillard, et le pauvre gentilhomme n'aura pas osé reparaître devant moi, ayant échoué dans son généreux dessein. Bussy baissa la tête. Tout lui était expliqué. Il comprenait maintenant comment M. de Montsoreau avait réussi à enlever au prince la jeune fille qu'il aimait, et comment la crainte que le prince ne découvrît que cette jeune fille était devenue sa femme lui avait laissé accréditer même, près du pauvre père, le bruit de sa mort. « Eh bien, monsieur, dit le vieillard, voyant que la rêverie penchait le front du jeune homme, et tenait fixés sur la terre ses yeux, que le récit qu'il venait d'achever avait fait étinceler plus d'une fois. « Eh bien, monsieur le baron, répondit Bussy, je suis chargé par monseigneur le duc d'Anjou de vous amener à Paris, où son Altesse désire vous parler. »« Me parler ? À moi ?» s'écria le baron. « Moi, me trouver en face de cet homme après la mort de ma fille ? Et que peut-il avoir à me dire, le meurtrier ? Qui sait ? Se justifier, peut-être ? » « Et se justifia-t-il » s'écria le vieillard. « Non, monsieur de Bussy, non, je n'irai point à Paris. Ce serait d'ailleurs trop m'éloigner de l'endroit où repose ma chère enfant dans son froid linceul de roseau. »« Monsieur le baron, dit Bussy d'une voix ferme, permettez-moi d'insister près de vous. C'est mon devoir de vous conduire à Paris, et je suis venu exprès pour cela. »« Eh bien, j'irai donc à Paris » s'écria le vieillard, tremblant de colère. « Mais malheur à ceux qui m'auront perdu. Le roi m'entendra, et s'il ne m'entend pas, je ferai appel à tous les gentilshommes de France. »« Aussi bien, murmura-t-il plus bas, j'oubliais, dans ma douleur, que j'ai entre les mains une arme dont jusqu'à présent je n'ai eu à faire aucun usage. Oui, monsieur de Bussy, je vous accompagnerai. »« Et moi, monsieur le baron, dit Bussy en lui prenant la main, je vous recommande la patience, le calme et la dignité qui conviennent à un seigneur chrétien. Dieu a pour les nobles cours des miséricordes infinies, et vous ne savez point ce qu'il vous réserve. Je vous prie aussi, en attendant le jour où ces miséricordes éclateront, de ne point me compter au nombre de vos ennemis, car vous ne savez point ce que je vais faire pour vous. À demain donc, monsieur le baron, s'il vous plaît, et dès que le jour sera venu, nous nous mettrons en route. »« J'y consens, répondit le vieux seigneur, ému malgré lui par le doux accent avec lequel Bussy avait prononcé ces paroles. « Mais, en attendant, ami ou ennemi, vous êtes mon hôte, et je dois vous conduire à votre appartement. » Et le baron prit sur la table un flambeau d'argent à 3 branches, et d'un pas pesant gravit, suivi de Bussy, d'Amboise, l'escalier d'honneur du château. Les chiens voulaient le suivre. Il les arrêta d'un signe. 2 de ses serviteurs marchaient derrière Bussy avec d'autres flambeaux. En arrivant sur le seuil de la chambre qui lui était destinée, le comte demanda ce qu'étaient devenus M. de Saint-Luc et sa femme. « Mon vieux Germain doit avoir pris soin d'eux, » répondit le baron. « Passez une bonne nuit, monsieur le comte. »